la marche ou le vélo. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro à 8h12. Guillaume, bonjour. Bonjour David. Sébastien Lecornu commence ses entretiens avec les forces politiques et syndicales. A-t-on une idée des avancées ou des concessions qu'il pourrait faire pour éviter d'être censuré ? Alors Sébastien Lecornu lui-même n'a pas encore dévoilé ses batteries. Il a prévenu, il ne sera pas bavard avant de rencontrer ceux avec qui il doit négocier. Mais on sait très bien ce que la gauche exige et on comprend déjà ce que les amis du Premier ministre le poussent à accepter pour ne pas être obligé de retourner aux urnes trop rapidement. Alors tout ça, ça se résume en une formule: taxer les plus riches. Du côté de la gauche, ça s'appelle la taxe Zuckman. Vous savez, cet économiste qui est devenu la star des médias, et notamment du service public. Et puis du côté du bloc central, eh bien, on ne croit pas à l'effet de cette taxe, ou plutôt, on redoute qu'elle ait un effet inverse, à savoir faire fuir les investisseurs. Mais il faut reconnaître que dans l'opinion, entendre dire « taxons les riches », autrement dit les autres, c'est toujours plus agréable à entendre que de vous dire « supprimons vos jours fériés ». Et donc difficile pour un gouvernement menacé d'être renversé de se mettre à dos l'opinion. Et c'est pour ça que les macronistes disent déjà « oui, il faudra bien faire un geste dans ce sens ». Mais est-ce la volonté du président de la République et de son Premier ministre ? Alors la volonté, non. Au moins sur ce point, Emmanuel Macron a toujours été constant. Il vaut mieux attirer la richesse et favoriser la production que la faire fuir. Mais il y a l'efficacité économique d'un côté, et puis la portée politique et surtout symbolique de l'autre. Et là, il faut bien reconnaître, hélas, que les deux plateaux de la balance ne sont pas équilibrés. Et la bataille de la communication, il faut le dire, a été perdue sur ce point. Surtout qu'avec un chef de l'État impopulaire et un mouvement de colère en train de monter. Donc, si le gouvernement veut faire passer au moins une petite partie du plan d'économie présenté par François Bayrou, il se dit qu'il ne pourra pas faire l'économie d'un geste symbolique. Quitte à ce qu'à l'arrivée, on se retrouve avec moins d'économie et plus d'impôts. Un budget moins ambitieux, n'est-ce pas mieux que pas de budget du tout ? C'est en tout cas ce que dit le bloc central. Alors ça s'entend bien sûr, même si la gauche, consciente que le cornu ayant besoin d'échapper à la censure, eh bien cette gauche va se montrer plus exigeante encore. Et comme le nouveau Premier ministre appartient plutôt à l'aile droite de la Macronie, eh bien il va devoir aller plus loin encore dans les concessions pour être épargné par la gauche. Va-t-il par exemple reculer sur la réforme des retraites ou sur une partie d'entre elles ? Vous savez, on dit souvent que le chaos politique a un coût économique, et c'est vrai, mais avec les négociations qui vont s'engager, on s'expose au risque d'un nouveau quoi qu'il en coûte, et il faut le rappeler, la non-censure aussi aura un coût économique. 3 minutes précisément, et avec Guillaume Tabar, vous savez tout de l'instant politique du jour, éditorial à retrouver sur lefigaro.fr. À lundi, Guillaume. Et maintenant, une question. Vivons-nous une crise politique, une crise de régime, une crise de la démocratie qui va bien au-delà de nos frontières parfois ? Quels sont les scénarios qui s'offrent à notre nouveau Premier ministre pour tenter de former un gouvernement viable, le gouvernement ? Je pose la question ce matin à l'invité de la matinale de Radio Classique. Benjamin Morel, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en droit public à l'université Panthéon-Assas. On disait Paris 2 aussi, c'est ça ? Oui, c'est toujours jusqu'à quelques années, oui. Bien, commençons par le moment politique que nous vivons en ce moment. Alors certains disent c'est une crise politique conjoncturelle, d'autres disent c'est une crise de régime. On va peut-être vite en besogne. Est-ce que c'est un moment politique qui commence tout simplement par déjà former un gouvernement qui tienne la route ? Oui, et c'est le problème fondamental aujourd'hui. Pour avoir un gouvernement, pour qu'il y ait un gouvernement qui tienne, il faut que vous ayez une majorité. Or, aujourd'hui, cette majorité apparaît complètement introuvable. Ce qu'on appelle le socle commun, c'est jamais qu'un tiers de l'Assemblée nationale. Et dans ce cadre-là, quelle que soit la configuration constitutionnelle, que vous preniez la constitution de l'Allemagne, de l'Italie ou de la France, forcément, ça ne tient pas. Crise politique, crise de régime, au fond, les deux sont profondément corrélés. Prenez la fin de la 4ème République. La 4ème République ne tombe pas d'abord parce que la Constitution est mauvaise. La Constitution, elle n'est pas si mauvaise. D'ailleurs, elle est pensée à l'origine pour rationaliser, pour faire fonctionner le système. Mais le problème fondamental à la fin de la 4ème République, si vous prenez l'hémicycle de 1956, c'est que vous avez 25% de communistes, 8% de pujadistes, et que les gaullistes sont hors système, et qu'il y a un petit problème à régler qui s'appelle la guerre d'Algérie. Et donc, résultat, sans majorité possible à l'Assemblée et avec une Himalaya, cette fois-ci diplomatique à gérer, eh bien, vous avez les gouvernements qui tombent les uns après les autres. C'est quoi une crise de régime ?
Une crise de régime, c'est quand vous êtes dans un piège à souris que vous n'arrivez pas à en sortir. À la fin de la 4ème République, on tente les gouvernements, ça ne marche pas. Et ce qui rééquilibre le système, c'est pas tant le changement de constitution, c'est le retour de Gaulle au pouvoir qui fait s'effondrer les communistes, disparaître les poujadistes et qui règle la question de la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, on a un hémicycle extrêmement morcelé, on a la question de la dette qui se pose à nous et on n'arrive pas à construire un consensus autour avec des blocs imperméables. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On change de gouvernement, on change de gouvernement. Demain, on y viendra peut-être, on fera peut-être une dissolution de l'Assemblée. Si elle ne règle rien, on changera de président. Merveilleux, mais derrière, est-ce que ça règle le problème de la dette ? Pas évidemment. On vient d'entendre Guillaume Tabar qui expliquait en substance une chose, c'est que puisqu'on ne trouvait pas de solution politique immédiate, il fallait aller la chercher dans des mesures économiques qui permettent de restructurer ou de structurer une majorité, même relative, au sein de l'hémicycle. Est-ce que, finalement, la crise politique ne passe pas par des concessions économiques à la gauche ? Il faut voir que le problème majeur qui se pose au prochain gouvernement, qui n'aura pas une ambition législative démesurée, ce sera de faire passer 2 budgets. Parce qu'on oublie souvent le deuxième, mais c'est sur celui-là qu'est tombé Michel Barnier, le projet de loi de la sécurité sociale et le projet de loi de finances. Et donc, il faut faire des concessions économiques, notamment aux socialistes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez un gouvernement qui a perdu une roue de secours par rapport à Barnier, par rapport à Bayrou. Eh bien, la roue de secours Rassemblement National, qui pouvait éventuellement ne pas faire tomber le gouvernement, aujourd'hui apparaît crevée parce que le RN a intérêt à ce que le gouvernement tombe pour lancer une dissolution. Donc, il ne vous reste que les socialistes. Et ces socialistes-là, demain, s'ils laissent passer le budget pour le laisser passer, ils risquent de le payer très très cher, tout bêtement parce que vous avez un électorat de gauche qui pourrait ne pas le leur pardonner, c'est ce que disent plutôt les enquêtes, et que vous allez avoir des partenaires potentiels de gauche, notamment des écologistes qui les pointeront, et qui risquent de se désolidariser vis-à-vis d'eux au municipal. Or, s'ils perdent les municipales, les socialistes, qu'est-ce qui se passe ? Demain, on dira le PS est mort. Et donc, l'hégémonie à gauche arrivera à Jean-Luc Mélenchon et vous risquez d'avoir une prise en étau du parti qui disparaîtrait. Donc, il y a une question vitale pour les socialistes qui est obtenons des concessions substantielles pour justifier de ne pas faire passer le budget. Ces considérations politiques, elles sont relativement bloquantes, tout bêtement, parce que ça implique pour Emmanuel Macron et le socle commun de revenir sur des parts profondément structurantes de leur bilan. Et pour les LR, ça implique une forme de compromis idéologique qui les met eux-mêmes en porte-à-faux. En fait, le compromis politique, c'est une compromission économique, si je vous suis ? D'un point de vue économique, forcément, dès le moment où vous tentez d'unir des contraires, vous avez une ligne qui n'est plus une ligne claire. Mais le coût d'une absence de budget serait peut-être plus important que le coût d'un budget qui sera un budget de compromis et de moindre économie. Il faut bien comprendre que si on n'a pas de budget au 31 décembre, on fait quoi ? On tourne avec des lois spéciales. Souvenez-vous, on avait vu ça l'année dernière. Et les lois spéciales, ça implique quoi ? Ça implique qu'on fait rouler les dépenses courantes de l'État, mais qu'on n'a pas de dépenses exceptionnelles. Ces dépenses exceptionnelles, derrière, il y a des marchés publics, il y a des entreprises qui en vivent. Il y a des collectivités également, à l'avant-veille des municipales, qui elles-mêmes passent des marchés publics. Donc c'est tout un tissu économique qui ensuite est fragilisé. Et donc, aujourd'hui, il est clair que mieux vaudra avoir un budget, même mauvais. Benjamin Morel, je vous ferai volontiers écouter Nicolas Sarkozy raconter un entretien récent qu'il a eu avec le chef de l'État, sa recommandation sur ce qui allait arriver, sur ce qu'il fallait faire dans ces jours particuliers. C'était lors d'une conférence à Bruxelles le 2 septembre dernier. Je dis, Bayrou va tomber. Et vous allez vouloir nommer un Premier ministre. Et les mêmes causes produiront les mêmes effets. Et vous allez perdre encore 3 mois. Et plus vous attendez, plus la pression sur votre démission sera importante. Donc il faut faire la dissolution. Et il fera la dissolution. Parce qu'il ne pourra pas faire autrement. Il fera la dissolution, il y aura des élections législatives, et le grand débat sera Front républicain ou pas de Front républicain. Et cette fois-ci, Front républicain, ça ne marchera pas. Que pensez-vous de cette prédiction très sûre de lui, Nicolas Sarkozy, sur l'inéluctabilité d'une dissolution ? En réalité, tout dépend du degré que les socialistes, du degré de peur que les socialistes peuvent avoir d'une dissolution. Or, les socialistes ont 2 raisons de craindre une dissolution. Une raison qui est moins vraie aujourd'hui, qui est de dire si jamais il y a dissolution, le PS s'effondre. C'est moins vrai dans les dernières enquêtes, c'est plutôt le centre qui s'effondre. Donc c'est surtout les macronistes qui doivent avoir peur d'une dissolution aujourd'hui. Et l'autre élément, c'est que ça perturbe les municipales, parce que vous allez nationaliser les élections municipales. Et ça, le Parti socialiste, qui est un parti d'abord d'élus et de grands élus locaux, n'y a pas intérêt. Après, quand vous prenez les
les enquêtes que l'on a aujourd'hui sur les législatives, que donnerait une dissolution ? Il y a 2 scénarios. Le plus probable, c'est que ce soit encore plus ingouvernable. Il y aura plus de députés RN, il y aura pas beaucoup moins de députés LAFI, parce que les circos LAFI sont des fiefs, et donc vous vous retrouvez avec un socle des partis dits de gouvernement encore plus restreint. Pour Emmanuel Macron, ça signifie quoi ? Ça signifie que, au fond, le problème n'était pas à Matignon, il n'était visiblement pas à l'Assemblée nationale, il ne peut donc être qu'à l'Élysée. Et là, la pression sur la démission, au contraire de ce que dit Nicolas Sarkozy, elle est croissante. La dernière option, la seconde option, qui n'est pas la plus probable mais qui existe aujourd'hui, c'est qu'il y ait une majorité absolue au Rassemblement national. Auquel cas, on rentre dans une période de cohabitation avec un Rassemblement national qui tenterait de se crédibiliser en vue de 2027. Est-ce qu'Emmanuel Macron a envie de terminer son mandat sur une phase de cohabitation ? C'est pas certain, d'autant que ça impliquerait, encore une fois, si je regarde un peu les enquêtes électorales récentes, que cette progression du RN, elle se fasse en dépit du centre qui pourrait complètement disparaître de l'espace politique. Donc vous auriez un Emmanuel Macron qui laisserait le Rassemblement national au pouvoir et un centre qu'il a dirigé complètement rayé de la carte. Donc dans les 2 cas, je dirais que si je me place à la place d'Emmanuel Macron, la dissolution n'est clairement pas pour lui une solution. J'aimerais qu'on élargisse la réflexion aux démocraties européennes et à ce phénomène de tripolarisation avec extrême gauche d'un côté, extrême droite de l'autre et bloc central. Est-ce que les Français sont seuls dans cette situation, dans ce marais dont ils n'arrivent pas à sortir, où il y a des exemples à nos frontières ? Alors, beaucoup de démocraties occidentales connaissent ça. Prenez l'Allemagne. L'Allemagne, vous avez aujourd'hui une AfD, vous savez, le parti d'extrême droite, qui est à peu près au niveau de la CDU-CSU. Si vous faites le total de Die Linke, l'équivalent à peu près de la France insoumise, et d'un parti qui a fait scission sur des sujets migratoires, qui est le parti de Madame Wagenknecht, vous obtenez plus que le niveau du SPD. Donc la tripolarisation existe en Allemagne. En Grande-Bretagne, quand on fait du droit constitutionnel, on aime à dire, oui, le mode de scrutin majoritaire à un tour britannique, ça donne 2 pôles, etc. C'est plus vrai. Aujourd'hui, le parti de Nigel Farage est au niveau des conservateurs. Et donc, soit vous faites des alliances au centre, ce qui n'est vraiment possible qu'avec un mode de scrutin proportionnel, parce que sinon ça crée des effets d'inertie. C'est la différence entre nous et les Allemands, nous et les Italiens, etc. C'est les grandes coalitions, etc. Mais in fine, vous faites monter ce qu'on appelle les extrêmes, parce que la seule alternative au centre, c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron, ça devient soit la droite de la droite, soit la gauche de la gauche. On l'appelle comme on veut, mais malgré tout, on polarise. Soit vous faites rentrer ce qu'on appelle les extrêmes, les partis polarisés, populistes, on les appelle encore une fois comme on veut, au centre du système. C'est le modèle à la Mélanie, et ça se restabilise en effet, mais au profit de ces partis très polarisés. Et donc, en la matière, je dirais que beaucoup d'États européens ont en fait 10 ans d'avance sur nous. Comme ils ont notamment un mode de scrutin un peu différent, ça stabilise un peu mieux le système, mais fondamentalement, ce problème de la tripolarisation, il n'est pas franco-français et il déstabilise tous nos régimes politiques. J'aimerais qu'on traverse l'Atlantique avec cet événement qui a l'air loin de nous, qui est l'assassinat de cet influenceur américain sur un campus dans l'Utah, Charlie Kirk. Est-ce qu'on est à l'abri des excès mortifères de la vie politique américaine ? Non, et la vie politique européenne n'est pas non plus une vie politique si pacifiste. En 10 ans, on a eu 2 députés morts par balle en Grande-Bretagne. On a tiré sur Chirac ? On a tiré sur Jacques Chirac. Alors ça remonte un petit peu plus, mais la violence en politique, elle est cyclique. C'est-à-dire que si on remonte à la fin du 19e siècle, on a eu des bombes qui ont explosé à l'Assemblée nationale. On a évidemment des meurtres de députés, de personnels politiques dans les années 20, dans les années 30. Donc dès le moment où vous avez un sentiment de crise de la représentation, et la représentation n'est pas que ressembler à, ce n'est pas simplement est-ce que le Parlement est bien représentatif, etc. C'est également à une capacité d'agir au nom d'eux. En gros, est-ce que la politique sert à quelque chose ? Est-ce que le politique me ressemble ? Est-ce que le politique agit en mon nom et comme je pense qu'il devrait agir ? Dès le moment où j'ai ce sentiment-là qui est diffus et que la réponse à cette question est non pour beaucoup de nos concitoyens, eh bien, vous avez une soupape politique, pacification des rapports sociaux à travers la politique, qui s'éteint et on a un retour de violence. Benjamin Merel, il nous reste 30 secondes. Un rapport propose d'interdire les réseaux sociaux aux plus jeunes et de moduler l'accès à ces réseaux en fonction de la journée et de l'âge. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue pour notre démocratie sur ces réseaux sociaux dont on pensait au moment des révolutions arabes qu'ils étaient un auxiliaire de la démocratie? On s'aperçoit plus de 10 ans plus tard que c'est peut-être l'inverse. Les réseaux sociaux, c'est un instrument, c'est pas une fin en soi. Donc à partir de là,
là, l'interdire à certain âge, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, la plupart des gens qui parlent politique sur les réseaux sociaux sont déjà des militants, notamment sur des réseaux sociaux type Twitter, etc. Dans ce cadre-là, on a un outil qui peut être un outil de levier pour les formations politiques, mais c'est pas les réseaux sociaux qui créent en eux-mêmes la polarisation. C'est quelque chose de beaucoup plus profond dans nos sociétés. Donc attention de ne pas confondre l'instrument et la solution. Benjamin Morel, merci d'être venu parler aux auditeurs de Radio Classique ce matin. Je rappelle que vous enseignez le droit public à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas et que vous venez de publier une étude intitulée Conseils municipaux, comment renouveler l'engagement citoyen pour l'Institut Terram. Il y a des municipales l'année prochaine, vous viendrez nous en parler. Merci et à bientôt. À suivre le rappel des titres et la revue de presse.